ce soir, on va parler d'un programme qui vous tient à cœur, qui est le Pfizer Healthcare Hub, que moi je suis depuis pas mal d'années, donc avec ma casquette plutôt entrepreneur et aussi à suivre sur la veille e-santé. Donc vous dirigez toujours Pfizer France depuis ce matin, d'accord? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ça va vite dans la e-santé, on ne sait jamais, des fois. Peut-être vous poser une première question qui est, en fait, quand on voit le PHH, avec l'énergie que vous y mettez depuis pas mal d'années, est-ce que c'est le meilleur exemple de ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire le partenariat chez Pfizer? Alors, c'est vraiment un partenariat qui me tient à cœur. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire que on ne peut pas agir tout seul. Hein. Même une société de notre taille, on ne peut pas innover tout seul. On a besoin, bien sûr, de collaborer avec des organisations, que ce soit publiques ou privées. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de types de partenariats, que ce soit des biotech, publics, privés, etc. Mais le PHHF me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, je dirais, du vrai entrepreneuriat. Du lourd, hein, quand je parle aux membres. Et d'ailleurs, je voulais remercier aussi Wilco avec Eric Vessé. Il est où, Eric? Eric, on va voir dans quelques minutes, là. Exactement. La collaboration avec lui a été exceptionnelle. On a travaillé main dans la main pour pouvoir voir comment on peut les accompagner, surtout avec les connaissances, nos contacts, etc. Et je peux vous dire qu'on dit beaucoup... Vous savez, on dit beaucoup en France, il n'y a pas beaucoup de partenariats, il faut aller aux États-Unis. Bon, je leur dis, regardez le PHHF au niveau de la pharma. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est plus que le partenariat, c'est vraiment le lien avec les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer c'est plus le lien avec l'entrepreneur, la résilience. La résilience est très importante pour un entrepreneur. La détermination, etc. D'ailleurs, quand vous regardez par exemple Pfizer est une société aujourd'hui, bon, on voit Pfizer très gros, etc. Mais ça a commencé avec deux entrepreneurs. C'était il y a maintenant exactement 176 ans. Et c'était deux cousins. Les deux s'appelaient Charles. Et l'un d'eux s'appelait Charles Pfizer. Alors, ils ont appelé leur société Pfizer. Et ils ont commencé à fabriquer l'acide citrique. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient très dépendants de l'Europe dans l'importation des citrons. Et on parle aujourd'hui de souveraineté, mais ça existe depuis plus de 175 ans. Bon, c'est la souveraineté. Il faut qu'on trouve une solution. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à produire à grande échelle l'acide citrique. Bon, et ça a commencé il y a très longtemps. Par contre, quand on regarde aujourd'hui Pfizer, on garde toujours cet ADN, l'ADN des entrepreneurs. Et... ce matin, vous avez présenté quand même pas mal d'engagements de la part de Pfizer. Est-ce que le fait de développer ou de s'engager avec le Pfizer Healthcare Hub, c'est aussi une confirmation sur cette innovation française? Exactement, c'est exact. Pour tout vous dire, vous savez, il y a 5 ans, on a fait une analyse au niveau de la France. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que les partenariats Pfizer étaient toujours axé vers un pays qui est plutôt anglo-saxon. Et on a découvert que c'était la facilité en termes de communication. Ils parlent anglais, par exemple en Angleterre, en Allemagne, etc., les pays nordiques. Mais aussi, c'est parce qu'il y a, culturellement, c'était plus fluide. Par contre, on a beaucoup œuvré avec mes collègues pour convaincre notre maison mère que vous ratez une opportunité qui est exceptionnelle, qui est en France. Et c'est comme ça qu'on les a mis en contact. Et on a commencé petit. Et petit à petit, on a réussi à convaincre notre maison mère, d'ailleurs, je l'ai dit ce matin, d'investir 1,5 milliard. 1,5 milliard, 500 millions par an. Et aujourd'hui, on a investi sur ce 1,5 milliard 750 millions, dont 40% en R&D, en innovation, etc. Alors vraiment, la France, il faut savoir que la France avant on disait microcosme, ce n'est pas un microcosme. Je dirais que vraiment l'environnement en France est très riche en termes de partenariat, est très riche. Il y a des perles partout, il y a des pépites qu'on trouve partout. Il faut seulement les accompagner et je dirais même apprendre de ces pépites. On peut beaucoup apprendre parce qu'ils sont en contact avec le terrain. Alors Reda, vous venez de dire un mot, je connais bien dans l'entrepreneuriat, qui est la résilience.
Mais il y a aussi une vision sur le long terme. Donc on peut dire que le PHA, ça va être une histoire sur du long terme pour Pfizer? Mais bien sûr, ça fait 5 ans qu'on est là-dessus. Et on accompagne, on apprend nous-mêmes. Pfizer apprend énormément de ces sociétés. On les accompagne depuis 5 ans et ça va continuer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est très enthousiaste par rapport à cela et ça grandit chaque année. Et bien sûr, on va continuer là-dessus. Reda, merci de garder cet enthousiasme que je vois assez régulièrement, comme on l'a pu voir ce matin. Je vous propose qu'on accueille ensemble le docteur Amine Segui et également donc, Eric Vessé, qui est donc le CEO de Wilco. Merci. Et on peut vous applaudir. Merci. Allez, je vais mettre ici. Amine, vous prenez, en fait, ça y est, vous faites toutes les interventions ici à... Ça y est, vous êtes bien, hein? Ça s'est bien passé, l'intervention sur la dermatologie, le Skin and Digital Summit? Très bien. Super. En relation avec mon ancien poste, c'est pour ça aussi. Mais oui. Donc, Amine, vous venez de prendre il y a quelques jours, hein, c'était le 1er février, la suite de Sylvie 3, donc sur la coordination du programme, ce fameux programme d'accélération donc du PHH. Peut-être voilà, vous présentez rapidement et puis j'ai l'impression que vous ne découvrez pas le PHH, ça fait déjà quand même pas mal de temps que vous êtes dessus, quoi. Exactement. Donc moi je suis, bonjour à tous, hein, moi je suis Amine Segui, je suis médecin de formation et je suis chez Pfizer depuis quelques années maintenant. J'ai eu l'opportunité de travailler dans plusieurs domaines chez Pfizer en tant que directeur médical, en cardiologie, dans l'anti-infectieux, mais aussi dans l'immuno-inflammatoire. Et là, depuis peu, j'occupe le poste de notre collègue Sylvie 3, je succède à Sylvie 3 qui est partie il n'y a pas longtemps, et en tant que directeur opération médicale. Et via ce poste aussi, je coordonne le PHH, donc le Pfizer Healthcare Hub France, qui est, comme disait Reda tout à l'heure, c'est la 5e édition, hein, donc il y a eu déjà 4 ans. Déjà, on a travaillé dans les 3 dernières éditions, les 2 dernières éditions plus celle-ci là qu'on va lancer avec Wilco. Donc on reparlera tout à l'heure de Wilco. Mais je peux dire 2 mots sur le PHH. Le PHH, c'est un programme d'accélération de start-up. Ce n'est pas un incubateur. On ne va pas incuber des start-up, mais on va accélérer des start-up. Des start-up, bien sûr, dans la santé. Alors Eric, quand Amine parle de c'est pas un accompagnement en tant que tel, vous les entrepreneurs, vous les connaissez depuis pas mal de temps. On en a parlé lorsqu'on s'est vu à cette fameuse soirée du PHH. Par contre, voilà, vous les connaissez depuis longtemps. Vous devez nous dire le nombre de boîtes que vous avez accompagnées avec Wilco. Sur le programme du PHH, c'est quoi les vrais besoins en fait des startups? Pourquoi vous êtes associé sur ce programme avec Pfizer? Peut-être en préambule, je ne sais pas si vous m'entendez, pardon. Très bien. Ouais, je comprends. Je note que le PHH, alors moi je disais PHHF, maintenant je... Tu dis PHH? Toujours. Toujours. Donc le PHHF, pour nous, résonne avec la mission de Wilco, au-delà, je dirais même, de ce programme, qui est d'accompagner des femmes et des hommes qui portent des projets innovants pour créer de la valeur économique et impacter positivement la société. Donc ça, c'est la raison d'être et la mission de Wilco. Effectivement, je crois qu'on s'est retrouvés aussi sur ce programme pour cette raison-là, qui est qu'on partage, je dirais, ces valeurs d'accompagnement et de création de valeurs sociétales et pas seulement économiques. Et donc, pour revenir à votre question, Wilco, on a commencé à accompagner des startups depuis 2012. Donc, vous voyez que ça fait, je dirais, au début, au moment où l'innovation était encore embryonnaire, je dirais, en France, on a monté ce premier accélérateur de startups. Et donc, effectivement, depuis 2012, nous accélérons des startups tech et deep tech, d'ailleurs, dans 3 grands domaines, industrie, santé, digital, et une centaine de startups par an depuis 2012. Et donc, je vous repose aussi la question, on va en reparler dans quelques secondes, mais Amine, sur la cible, parce que là, forcément, avec les expertises de Wilco, il y a beaucoup de secteurs que vous adressez. Dans le cadre de PHH, c'est quoi les cibles en fait, du PHHF? Vous avez raison, Eric, j'ai manqué de F. Exactement. Et comme c'est global, Et c'est pour ça que je me disais. La cible aujourd'hui, même la cible d'avant, hein, des dernières années, c'est le PHHF, c'est des startups françaises. C'est la condition, hein, que c'est des startups françaises qui exercent dans le domaine de la santé. Après, il y a des aires thérapeutiques, c'est-à-dire il y a des, c'est pas dans tout le domaine de la santé, mais essentiellement en oncologie, dans le vaccin, dans la prévention, dans le domaine de la prévention, de l'anti-infectieux, dans les maladies inflammatoires,
les maladies rares et aussi le cardiométabolisme. C'est un peu nos aires thérapeutiques, parce que, vous allez voir après, on reparlera, c'est que nous, Pfizer, on va mentorer ces startups. Donc on va mentorer quelque chose qu'on connaît. Donc ça, c'est important. Et le type de startup, c'est plutôt de la e-santé ou même du deep tech, mais à condition que le deep tech soit un tout petit peu en état avancé. Donc ce n'est pas vraiment en état d'idéation. C'est-à-dire il y a déjà quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que le programme d'accompagnement, c'est un programme de 9 mois. Pfizer, c'est une big company, comme on dit. Vous auriez pu le faire tout seul. Pourquoi le faire avec Wilco? Qu'est-ce qui vous apporte? Ouais, quand même. Nos partenaires Wilco, quand même, c'est du lourd, comme disait Reda. Il faut savoir déjà, comme vous avez dit, donc Pfizer, certes, c'est un des leaders mondiaux dans l'industrie pharmaceutique. Par contre, le partenariat avec Wilco, ça nous aide sur le screening des startups. Déjà, dès le début, ils font un 360 degrés de ces startups-là, ça c'est important. Deuxièmement, il y a l'expertise entrepreneuriale chez Wilco que nous, on n'a pas. Et aussi, pendant tout le programme, ils mesurent la progression de ces startups. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous dites du côté de Pfizer ce que vous reconnaissez chez Wilco, et vous, Wilco, vous vous appuyez aussi sur Pfizer, sur les mentors qui sont présents. Alors, effectivement, c'est un programme unique avec un double mentorat Pfizer sur le volet santé médicale et mentorat Wilco sur le volet entrepreneurial, puisque je n'ai pas totalement répondu à votre question tout à l'heure, qui est de dire quels sont les besoins de ces startups. Effectivement, et j'allais dire 1500 startups plus tard, ça paraît quand même assez clair que toutes les startups en phase de démarrage ou d'amorçage, elles ont besoin, je dirais, de structurer ce qu'on appelle leur projet entrepreneurial. Il y a quand même 4-5 très grands sujets, au-delà de l'aspect, je dirais, spécifique du métier de la santé, qui sont des sujets entrepreneuriaux sur lesquels l'entrepreneur va devoir justement structurer son projet autour de 4 ou 5 leviers de croissance qu'on va retrouver, qui sont évidemment les ressources humaines, puisque pour monter une entreprise, il faut quand même monter d'abord une équipe. Évidemment, tout ce qui va tourner autour des sales, puisque si on veut qu'une entreprise soit pérenne, un jour, il faudra qu'elle trouve un marché, qu'elle ait des clients et qu'elle fasse du chiffre d'affaires. Évidemment, le financement, puisqu'il n'y a pas de start-up, je dirais, sans financement, donc tout ce qu'on va appeler le financement haut de bilan, dilutif et non dilutif, ça commence déjà à faire beaucoup de sujets quand vous êtes entrepreneur et que vous démarrez une boîte. Plus, effectivement, toute la partie, je dirais, tech et outils qui supportent une start-up, qu'elle soit, je dirais, e-santé ou a fortiori biotech, les enjeux R&D sont évidemment beaucoup plus importants. Et bien sûr, aujourd'hui, tout ce qui est RSE, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui de, je dirais, démarrer une start-up sans prendre en compte, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez Wilco, pour que tous les enjeux RSE soient pris en compte. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on a abordés et qu'on a traités avec des entrepreneurs, et donc on a développé effectivement une méthode qu'on appelle KPI Driven, c'est-à-dire qu'on aide les startups à aller chercher des objectifs opérationnels à différents stades de leur développement, parce que notre objectif, je dirais, à quelques années, c'est qu'évidemment, toutes ces startups fassent 1 million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 3 ans, ce qui à l'aune de Pfizer, évidemment, est pas beaucoup, mais ce qui est à l'aune du start-up, puisque nous, notre mantra, c'est le premier million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 3 ans, annuel, chiffre d'affaires annuel. Donc pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, pas trop se perdre en route. Et donc on est assez content, effectivement, que, je vais dire, presque 12, 13 ans plus tard, on a plus d'une start-up sur 2 aujourd'hui qui réalise 1 million d'euros de chiffre d'affaires au bout de 3 ans, ce qui est une métrique absolument incroyable en France, puisque la moyenne nationale, c'est 5%. Donc chez Wilco, c'est 50%, mais ce n'est pas magique. C'est parce qu'on met beaucoup de ressources, effectivement, d'accompagnement. Et donc, pour revenir avec Pfizer, ce qui est unique dans ce programme, c'est qu'on complète le volet entrepreneurial par un volet, je dirais, médical, santé, évidemment, l'expertise de Pfizer, que Wilco ne peut évidemment pas apporter. Et c'est ce qui fait l'unicité de ce programme, évidemment. J'étais peut-être un peu long. Non, vous avez répondu à l'ensemble des points. Je rajouterais juste un point, Jérôme, c'est que l'aide de Wilco est très importante. La preuve, ce matin, il y avait un country manager d'une autre société pharmaceutique qui a parlé d'une start-up qui a été accélérée chez nous. Je vois très bien. Ça, c'était une fierté, je ne vous cache pas, moi j'étais là. Et je me dis, tiens, il sera là avec nous tout à l'heure, il parlera. Il y en a d'autres aussi qui ont participé même aux Jeux Olympiques, aux Para-Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pardon, où c'est une start-up qui a été accélérée chez le PHHF. Oui, donc il y a une fierté aussi de voir grandir ces startups, quoi. Et alors c'est vrai que moi je vous disais tout à l'heure que ça fait pas mal d'années, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de finir un peu cette journée avec un programme où, voilà, c'est la quatrième édition, vous avez continué.
moi j'ai vu en fait pas mal d'entrepreneurs il y a quelques années où ce besoin en fait d'avoir ce mentorat. C'est-à-dire qu'en fait, ok, on peut avoir des programmes, on va avoir de l'argent, on va avoir des points différents. Là, ce que j'ai eu, et notamment on le verra tout à l'heure avec le reportage qu'on a fait avec l'œil de la santé, c'est vraiment des expertises, des mentorats, donc ce double mentorat qui a l'air hyper important pour les boîtes. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là? Si, je confirme, Jérôme, le double mentorat, c'est-à-dire on a l'expertise entrepreneuriale de côté Wilco, mais on a aussi l'expertise Pfizer. Quand je dis l'expertise Pfizer, vous avez l'expertise médicale, mais il n'y a pas que le médical. Parce que nous avons aussi tous les départements de Pfizer, le juridique, le réglementaire, la finance aussi, peuvent donner des inputs aux différentes startups. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est les mentors. Les mentors Pfizer, on les choisit, pas par hasard, on les choisit par rapport, en adéquation avec la startup qui a été choisie, qui a été sélectionnée. D'ailleurs, pour information, juste pour donner une vision à peu près comment ça se passe, le PHH, là, on fait un appel à projet pour information, vous êtes les premiers à avoir l'information, un appel à projet en avril-mai de la 5e édition. Derrière, chez Pfizer, on va sélectionner avec Wilco, bien sûr, et les mentors Wilco, on va choisir les startups qui vont venir pitcher, donc une dizaine de startups, quinzaine de startups qui vont venir pitcher chez Pfizer, et c'est là où il y a un vote sur des critères bien établis dès le départ, avec Wilco bien sûr, et derrière on choisira les mentors. À ce moment-là, on choisit les mentors. Les mentors ne sont pas choisis avant les startups. Okay. Donc il y a cette spécificité qui est très importante parce que si on ne maîtrise pas le domaine où la startup travaille, c'est-à-dire si on ne maîtrise pas l'oncologie, je ne vois pas pourquoi il y a un mentor Pfizer il va mentorer une start-up en oncologie. Donc c'est très important pour nous. Et la même chose pour Wilco, ils choisissent les mentors selon aussi leur spécialité. Donc là, ça y est, on peut mettre sur hashtag eSanté25, lancement, l'annonce. On peut. Emmanuel, c'est bon, hein, tu peux y aller. Hein, sauf que ça fait quand même pas mal d'années que le programme existe, mais qu'entre la première version et maintenant, forcément, il y a des évolutions. Donc, ce programme, un peu comme dans la recherche, il évolue selon l'évolution des innovations, c'est ça? C'est exactement ça. Et aussi, c'est l'amélioration continue chez Pfizer. On a cette on va dire, devise. On essaie de l'appliquer partout, et notamment dans le PHHF. D'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est la 5e édition, on lance la 5e édition, et à chaque édition, à la fin, on fait un questionnaire de satisfaction pour les startups, et on essaye de voir est-ce qu'on peut améliorer, quels sont les points à améliorer. Par exemple, là, on est en train de penser avec l'équipe Wilco, on a dit il y a un double mentorat, est-ce qu'on ne rajoute pas un troisième qui sera ponctuel avec des sociétés savantes, par exemple? Parce que l'avis des experts hospitaliers sont très importants. Comme disait Reda tout à l'heure, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc potentiellement, ça va changer. Bon, Amine, Eric, on a parlé beaucoup d'entrepreneurs, et si on leur donnait la parole? Je pense que ça peut être pas mal. Donc d'abord, je vous propose d'applaudir Amine et Eric sur ces belles points. Je vous garde et on va demander aux startups Kunto et VitaDX. Donc initialement, c'était Hicham qui devait venir, qu'on avait rencontré il y a quelques semaines. Là, c'est Yashak qui le remplace, mais avec autant de talent. Et Alan Rodriguez, abonné aux interviews. On peut les applaudir. Allez, Yashak, je vous propose de me mettre ici. Et puis Alan, tu peux venir à côté de moi. Ça ne sera pas pour une nouvelle interview de l'œil de la santé. Merci à tous les deux. Avec Amine et Eric, on voulait vous recevoir parce que je trouve que c'est important. Moi, quand j'étais à la soirée, c'était donc à l'hiver dernier, en 2024 chez Pfizer, je trouve que c'était hyper intéressant de vous voir témoigner. Et donc ici au Grand Tendance de la santé, d'avoir ce retour en fait que des startups qui sont dans la salle se disent mais ok, mais est-ce que moi je vais candidater à ce que vient de dire Amine? Ça y est, est-ce que je réponds directement? Je trouve que c'est important. Donc Yashak, on va commencer avec toi. Si tu peux nous présenter Kunto, la belle start-up qui a été lancée déjà dans un premier temps. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Ouais, c'est bon. Alors Kunto, c'est la première application de sport et nutrition qui personnalise ses programmes en fonction d'une pathologie ou d'un handicap.
Donc en réalité, on permet à nos utilisateurs d'avoir des contenus sportifs et nutritionnels en fonction de leur pathologie. Donc typiquement, une personne qui est en fauteuil roulant ne peut pas aller à la salle de sport comme une personne valide. Donc on lui a créé des contenus sportifs et nutritionnels pour qu'elle puisse le faire à la maison. Donc voilà, ça c'est la partie digitale. On accompagne les entreprises et les grands groupes sur tout ce qui est sensibilisation au handicap, donc leur politique handicap, etc. On va revenir après sur Kunto. Alain, si tu peux présenter VitaDX, puis après on va vous présenter une petite vidéo qui va donner aussi pas mal d'informations sur le PHH. Avec plaisir. VitaDX est une société dont le cœur d'activité est le développement de solutions de traitement de l'image intégrant l'intelligence artificielle pour diagnostiquer le cancer. Et plus spécifiquement, on a nous une première solution qui est actuellement commercialisée sur le marché pour le diagnostic du cancer de la vessie à partir d'un simple échantillon d'urine. Et en 2 mots, l'objectif c'est de prédire un acte invasif en utilisant uniquement un acte non invasif qui est une collecte d'échantillons d'urine. Notamment qui a été présenté ce matin rapidement dans le teaser de l'oncologie à l'ère numérique. Donc je vous propose, avant qu'on développe avec vous sur Kunto et VitaDX, vous présenter une petite vidéo de la promo 2024 où vous en faites partie tous les deux. Non, je dis n'importe quoi. Voilà. Je peux le refaire si vous voulez. J'allais dire une bêtise. Quel commercial. Le PHHF a été pour nous une expérience unique. C'était d'une très grande utilité pour bien comprendre l'écosystème et créer des relations long terme avec des gens de confiance. On a eu la chance d'avoir un double mentorat, donc au Wilco Pfizer. On a eu des mentors extrêmement impliqués et on a pu très rapidement voir comment notre technologie pouvait être utile pour accélérer le développement de ce traitement contre certains types de cancers. Le PHHF nous a permis de nous structurer d'un point de vue médical. On a pu développer des offres pour des mutuelles, des assureurs. On a signé des gros contrats avec des grands groupes. Je pense que ce programme nous a appris à être humbles dans la vision de notre service. On a un service hautement technologique, on a pu vraiment aiguiser nos arguments. Et aujourd'hui, quand on voit notre présentation et l'accueil de cette présentation au niveau de nos prospects, le but est vraiment atteint. Nous avons pu, grâce au PHHF, bénéficier de l'expérience et de l'expertise de Wilco et de Pfizer sur des sujets médicaux, mais également sur des sujets business, par exemple en ressources humaines. J'ai vraiment pu avoir des retours très concrets sur les côtés opérationnels de notre activité, notamment avec les mentors Wilco qui ont un bagage entrepreneurial très développé, et côté Pfizer sur l'aspect justement collaboration avec des grands groupes. L'accompagnement des mentors était extraordinaire. On s'est rencontrés en physique, dans leurs locaux, dans les nôtres. Ils nous ont apporté leur expertise. Ils ont commencé à nous parler de vous, votre projet, et à un moment, ils l'ont eux-mêmes approprié, puisqu'ils parlaient de on. Notre entreprise était un petit peu la leur, quelque part, et ça, c'était vraiment plaisant. C'est la fin du programme et aujourd'hui, je me sens confiant et motivé pour assurer le succès de mon entreprise. J'ai vraiment l'impression que c'est le début d'une nouvelle aventure. On se sent armé pour conquérir vraiment le reste du monde. Bon, Alan, toujours motivé? Toujours. Encore plus motivé. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu cette interview au croisé. Enfin, voilà, c'est assez libre comme format, mais je trouve que c'est intéressant de partager votre retour d'expérience. Il y a peut-être des maturités différentes en termes de société. Et donc, à quel moment, Alan, toi, tu as décidé, Yasha, tu le diras également aussi, de rejoindre en fait, le programme? Qu'est-ce qui a fait le déclic, comme peut-être Amine l'a présenté tout à l'heure? Ça y est, on lance la nouvelle promo. Je suis dans la salle, je me dis, est-ce que je dois y aller? C'est quoi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Il y avait 2 sujets différents. Alors, il faut savoir pour la petite histoire que Wilco, nous, on se connaît avec Wilco depuis longtemps, y compris dans la précédente version de Wilco qui s'appelait Scientipol Initiative. Donc on avait déjà nous bénéficié d'un accompagnement. Donc on connaissait le sérieux sur la partie, je dirais globalement, entrepreneuriat au sens large. Donc on était intéressés, le VitaDX a 10 ans, mais on se pose toujours des questions sur la partie structuration. Par ailleurs, on est dans une phase de l'entreprise où on passe d'un côté fortement R&D à une dynamique qui est beaucoup plus, je dirais, commerciale et développement d'affaires. Deuxièmement, on se pose nous beaucoup de questions depuis maintenant pas mal de temps sur comment collaborer avec des grands groupes. On est un petit acteur. On est 17 personnes aujourd'hui chez VitaDX et en fait on est un acteur microscopique et on est entouré que de géants, que ce soit nos clients, ils font tous plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, nos partenaires potentiels industriels, ils font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc on avait besoin de comprendre comment on peut se rapprocher de grands groupes et donc on a eu un véritable intérêt à 2 niveaux. Premièrement, c'est de comprendre comment fonctionne un grand groupe, c'est pas moi mon historique, donc de comprendre un petit peu quels sont les éléments clés qui permettent à un grand groupe de juger pertinent une innovation comme la nôtre et quelles sont les perspectives de collaboration qu'on peut envisager. Et par ailleurs, ça permet aussi de faire un topo d'avancement 360, comme ça a été cité, sur où on en est, propriété intellectuelle, ressources humaines, finances, et de revenir avec un peu de sérénité sur le sujet entrepreneurial au sens large.
Et Jacques, tu partages le même constat? Oui, clairement. Nous, l'envie de participer au programme, ça s'est clairement fait par le biais de Wilco, hein, clairement, qui nous a informé de ce très beau programme. Alors Kunto, nous, depuis le début, on a toujours eu pour ambition de devenir un dispositif de santé. Voilà. Et qui de mieux que Pfizer pour nous accompagner sur ce sujet-là, en réalité. Donc on a vraiment bénéficié d'un accompagnement très, très poussé sur ce sujet. On nous a expliqué vraiment comment arriver à ces démarches-là. Et du coup, mon acolyte parlait de données, de plein d'aspects qu'on n'avait pas forcément avant de faire partie du programme. Donc la sécurisation des données, plein d'aspects que les mentors Pfizer nous ont apportés. Voilà. Quand tu rentres dans un programme comme celui-ci, en tant qu'entrepreneur, moi je le sais, voilà, il faut que tu puisses traiter les différents dossiers. Donc c'est une question un petit peu de temps. Donc tu dis, OK, si j'investis du temps, voilà l'espérance que j'ai avec le PHH. C'était quoi, toi, tes objectifs? Tu t'es dit, voilà, ça sera réussi si... Ouais, c'est une très bonne question. Alors, déjà, on a bossé quand même ensemble. Le point qui était super important, c'est que en fait, chaque réunion, notamment d'un côté avec Wilco comme avec Pfizer, faisait l'objet d'un compte rendu. Donc en fait, c'était assez facile de savoir où est-ce qu'on avait avancé, quels étaient les sujets d'intérêt. On commençait d'ailleurs systématiquement nos points d'avancement sur quelles sont l'actualité marquante de l'entreprise et c'est quoi vos gros enjeux d'ici un mois. Donc ça permet de découper les choses, ce qui pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très organisé aide énormément en fait à ne pas perdre le fil de l'avancement des projets. Donc à un moment, pour être très clair, nous en fait les échanges qu'on avait aussi bien avec Wilco qu'avec Pfizer, ils allaient dans le sens de la stratégie de l'entreprise. Ça nourrissait la stratégie de l'entreprise. Et pour être très explicite, nous, on avait un énorme sujet d'accès au remboursement. C'est-à-dire, clairement, il fallait que l'on trouve une voie d'accès au remboursement pour notre solution, puisqu'aujourd'hui, c'est nos patients qui payent pour les analyses. Et ça a deux effets pervers. Premièrement, c'est pas ma volonté de uniquement pouvoir répondre à des patients qui ont les moyens de payer pour leur santé. Et deuxièmement, pour le bénéfice patient, c'est dommage de passer à côté d'une solution qui est plus fiable que l'existant vis-à-vis des patients. Et le deuxième enjeu, c'était de mieux comprendre comment on pouvait envisager à terme des collaborations fortement stratégiques avec des partenaires industriels. Et ça a répondu aux attentes? Complètement, aux deux. Yachak? Je le rejoins totalement. Nous, comme je vous l'ai expliqué, nous, la solution, elle est directement payée par le bénéficiaire. Et nous, dans notre imaginaire, l'objectif, ça serait vraiment qu'un jour, un médecin puisse prescrire Kunto à un adhérent et qu'il y ait une partie qui soit financée par la sécurité sociale. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça fait vraiment partie de notre target. Et Pfizer nous a vraiment accompagnés tout au long de la période sur ces sujets-là. Okay. Donc c'était hyper pertinent pour nous d'avoir travaillé sur ce sujet. Quand on est une jeune start-up, de travailler avec un groupe comme Pfizer, est-ce qu'il y a eu au début des freins, des inquiétudes particulières? Non, il y a un côté un peu impressionnant sur le papier pour nous. Non, il y a eu. Il faut voir que c'était structuré pour qu'il y ait il y avait une véritable volonté, y compris des mentors Pfizer qui ont été mobilisés à leur souhait pour nous accompagner. Nous, on a eu beaucoup de chance. Toute l'équipe, aussi bien au niveau de l'organisation du côté de Pfizer comme de Wilco, était extrêmement motivée pour qu'on réussisse en commun. Et donc, il y a des phrases qui étaient clés, mais effectivement, on le voyait dans la vidéo, ça devenait un peu notre projet. Très sérieusement, on a eu véritablement des discussions comme moi je peux avoir avec mon conseil d'administration. C'est-à-dire c'est un partage des problématiques de l'entreprise. On a eu un accueil hyper chaleureux, un tutoiement qui a été très rapide et que moi j'apprécie, qui nous ont permis très très vite de créer du lien. Et est-ce que tu te rappelles de moments qui sont un peu mémorables dans cette période de 9 mois d'accompagnement? On s'est rendu compte, en fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'on s'est rendu compte avec notre chargé, notre mentor, Pfizer, qu'on connaissait énormément de gens au commun au niveau de l'urologie. Et ça nous a fait bénéficier d'un réseau qu'on a pu partager sur des profils extrêmement influents dans notre domaine d'activité. Ça veut aussi dire que la mentor avait été très très bien choisie par Pfizer. Alors Yachak, c'est peut-être la question, elle est encore plus vraie pour toi, puisque par rapport à Kunto, c'est peut-être un peu éloigné vraiment du secteur de Pfizer. Donc, est-ce qu'il y a eu cette interrogation de se dire, mais est-ce que ça nous correspond? Est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Est-ce qu'il y a eu ce type de questions, de réticence?
Oui, clairement, au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est vraiment légitime ou pas? Parce que nous, en réalité, c'est une application de sport, mais une application de sport santé, parce que nos utilisateurs sont malades ou en situation de handicap. Mais en réalité, ils nous ont vite confortés sur le fait qu'on était sur la bonne voie et que le sport était la solution non médicamenteuse la plus efficace pour lutter contre les maladies. Comme le dit si bien Hicham, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Moi, je reste persuadé que Pfizer nous a énormément apporté et nous a conforté sur l'idée que dans un futur, je l'espère très proche, on sera un dispositif de santé. Voilà. Et un événement, moi, qui m'a marqué, c'est le jour de la Demo Night. Du coup, l'intervention de Hicham, pour ceux qui étaient là, elle était très, très intéressante. Voilà. On ne s'en rappelle pas. Il était un peu timide ce jour-là. C'était un peu timide, voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vrai qu'il a fait un pitch très inspirant et c'est vrai que c'était voilà, avec le cœur, et je pense que ça c'est important. Reda évoquait tout à l'heure la résilience, mais je pense que voilà, l'entrepreneuriat, quand ça vient de là et de là, en général, ça fait plutôt un beau succès. Allez, on finit avec vous sur une dernière question. T'en es où aujourd'hui avec Vitalix, Alan, et c'est quoi les projets de développement, et certainement grâce aussi au PHHF, j'oublie pas le F, ou le Pfizer Healthcare Hub France. Écoutez, nous, on est dans une phase qui est très positive. Globalement, ce qui s'est clairement amélioré pendant la durée et grâce à l'accompagnement qu'on a eu, c'est premièrement l'accès au remboursement. Il se trouve qu'il y a aussi un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement français. Pour faire très simple, on est en train de déposer un dossier très important qui s'appelle le RIHN pour obtenir un remboursement d'ici fin juin prochain. Et clairement, nous, c'est une libéralisation pour nos patients et aussi pour l'activité de l'entreprise et pour justifier un marché français qui a ses spécificités. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel on a également beaucoup échangé avec l'équipe dans le cadre du PHHF, c'est le sujet américain, puisqu'on a pour objectif d'être sur le territoire américain en septembre prochain. Pas mal de choses sont avancées. Je ne peux pas encore révéler toutes les choses, mais je pense qu'il y aura pas mal d'actualités sur 2025 pour Vitalix aux États-Unis. Et le fait que Pfizer est un groupe international, forcément aussi… Ça aide un petit peu, ouais, ça aide aussi. Mais notamment parce qu'on a pu aussi avoir des contacts. Ça s'appelle PHHF, mais pour information, on a aussi des contacts hors de France avec les équipes de Pfizer, notamment en urologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des spécificités culturelles et géographiques qu'on ne peut pas forcément anticiper quand on est dans une zone géographique. Et nous, il faut être clair, le marché français, on a un intérêt tout particulier parce que la société est française, mais en termes de business, le marché américain, il est également extrêmement intéressant pour nous. Et on ne peut pas se passer, les deux font une synergie qui est très importante pour nous. Alors Yashak, c'est les States Ouais, on espère. D'ailleurs, l'application est traduite en anglais, donc pourquoi pas. Non, nous, on est en pleine commercialisation. L'année 2024, elle était très intéressante pour nous, ce dont je parlais avec Eric. Donc les 3 ans pour atteindre le million, on a fait 300 000 €. Il m'a dit, vous n'êtes pas mal. L'année prochaine, pourquoi pas aller chercher le million, on espère. Et on est sur une levée de fonds actuellement. Donc on cherche à lever 1 million d'euros. Et on est en plein roadshow, donc on est… Hashtag e-santé25. Exactement. Voilà. Ah, c'est bon. Ça. On prend 10% en général. Allez, c'est parti. Donc voilà, globalement, c'est ça les next steps. Donc à continuer d'accélérer donc au niveau commercialisation et lever les fonds pour aller chercher d'autres étapes. Super, merci Yashak. Est-ce que, je ne sais pas, Eric, Ami, vous voulez réagir avant que… Moi, je voulais réagir par rapport à la vidéo. À un certain moment, il y a un des start-upers, il a dit que les mentors, on dirait, c'est leur société. Ça, c'est vrai. J'ai été mentor d'une société en cardiologie et je la suis jusqu'à maintenant. Très important. Et la personne dont vous parlez tout à l'heure, pour la partie responsable médicale uro-onco, c'est dans l'oncologie uro, elle nous posait des questions comme si c'était sa société. Ça, c'est vrai, je confirme. Ouais, c'est super. Eric ? Simplement peut-être pour remercier l'équipe Wilco qui participe aussi à ce programme, parce qu'on parle effectivement des mentors, mais en fait rien ne serait non plus possible sans l'équipe santé de Wilco, qui d'ailleurs fait en sorte que nous ayons de très très bons mentors. Je crois que ça a été sauvé plusieurs fois, donc je voudrais remercier en particulier Inès et Amel qui ont je dirais, conduit ce programme avec brio. Alors, Eric, je rebondis sur votre propos et celui d'Amine, parce que moi aussi, il y a quelque chose qui m'a choqué dans la vidéo. On en a parlé, je le dis, parce que c'est qu'on parle de talents qui sont talents féminins chez Wilco. Et je pense que pour la prochaine édition, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un partenariat Pfizer, Wilco et Femmes de Santé.
pour qu'il y ait une parité un peu plus importante. Je sais que vous n'en êtes pas, bien sûr, responsable, puisque là, ça a été la sélection, mais je trouve que c'est important. On l'a vu aujourd'hui, il y a plein de femmes entrepreneurs dans la health tech et la santé qui sont talentueuses, et je pense que ça serait bien aussi. Je pense qu'il faut aussi des rôles modèles. Bon, là, c'est ma petite carte de membre de ce collectif, et voilà, je pense que c'est important d'avoir ce point. On va le rajouter cette fois-ci dans les critères de vote. C'est ça, exactement. Très bien, merci à tous les deux. On va continuer avec une autre vidéo, le temps que vous descendiez, sur notamment le média vidéo, donc vous savez, de l'œil de la e-santé. On a rencontré pas mal de startups, donc des exemples comme celle de Alan et Yashak. C'est un petit condensé, et forcément, vous l'aurez dans quelques jours et quelques semaines sur notre média, l'œil de la e-santé. On a eu l'opportunité avec Vitadix d'être accompagné par le PHHF. On a pu bénéficier d'un regard très important pour nous de gens du métier. Le PHH a été un programme qui nous a permis de rencontrer Pfizer et de rencontrer les différents services de Pfizer. Et il n'y a rien de mieux que d'être en contact directement avec un client potentiel, en tout cas un stéréotype de client. Voilà, donc ça vous les aurez bientôt. Écoutez, je vous propose d'applaudir d'abord Alan et Yashak, que j'ai oublié, et d'accueillir en même temps le docteur Arnaud Bale et Thomas Perremblanc de la société Clineo, qui a été mis en avant plein de fois. Vous avez payé cher pour être dans la conférence de ce matin là. Allez, bienvenue. Alors je rappelle que VitaDX faisait partie du village innovation et start-up, et Clineo aussi. Donc bravo à tous les deux. Kunto, on a réservé votre place pour l'année prochaine, pour la 10e édition. Donc bienvenue pour cette session. Peut-être nous présenter également Clineo avec forcément vos deux expertises, je trouve, qui sont hyper intéressantes, que vous avez pu présenter ce matin au ministre de la Santé, et qui a trouvé votre binôme hyper intéressant. Donc je trouve que c'est bien de le partager à nous tous ce soir. Ouais, super. C'est vrai qu'en effet, dès ce matin, on a commencé fort la journée avec le ministre, et ensuite on a eu la chance d'être cité aujourd'hui. Donc c'est 2 fois. 2 fois, même 3 fois, je crois. 3 fois. Et donc concrètement, Clineo, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui permet aux patients et aux médecins de trouver facilement des essais cliniques. Donc on est dans le domaine de l'oncologie et de l'hématologie pour démarrer. Et donc très concrètement, un patient ou un médecin se connecte sur Clineo, crée un compte, remplit des caractéristiques médicales. On a même maintenant ajouté de l'IA pour qu'avec un simple compte rendu, on puisse comprendre les caractéristiques médicales de chaque patient. Et ensuite, on va le matcher avec les essais cliniques les plus pertinents. C'est-à-dire qui matchent à la fois sur les critères médicaux, mais aussi sur la localisation pour que le patient ait des essais qui soient proches de chez lui. Et une fois qu'on a trouvé des essais pertinents, on va pouvoir être mis en relation avec les médecins responsables de ces essais et donc participer aux essais. Donc, pour les patients, ce qui est bien, c'est qu'ils accèdent à des innovations thérapeutiques, et pour les promoteurs des essais cliniques, ils peuvent valider l'efficacité de leurs médicaments plus rapidement. Donc là, c'est la promesse forcément de Clineo, la start-up. Sur le profil, tu peux nous dire ce que tu as fait comme étude, et puis après Arnaud, je pense que ce sera intéressant de compléter. On est 3 cofondateurs, donc de mon côté j'ai un profil d'ingénieur, j'ai fait Polytechnique et ensuite du conseil en stratégie, et ensuite je me suis lancé donc avec Arnaud. Et donc Nicolas qui est aussi ingénieur, et donc pour ma part moi je suis donc oncologue médical, et c'est vrai qu'on en parlait ce matin, mais dans la santé numérique et dans toutes les solutions qu'on peut voir actuellement, il y a vraiment une complémentarité à avoir, et donc il y a des compétences différentes. Et c'est vrai que nous, on essaie vraiment de répondre à une problématique avec nos approches à la fois médicales et aussi technologiques. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, je pense, pour toutes les startups qui peuvent se lancer. C'est vraiment d'essayer de trouver de la complémentarité dans les équipes et dans les problèmes qu'on essaie de résoudre. Il y a souvent une complexité qui fait qu'on ne peut plus, à mon avis, espérer en 2025 avoir une solution qui soit uniquement par des médecins ou uniquement par des ingénieurs. Il faut vraiment une collaboration. Oui, un des bons témoignages, c'est que on s'était vu, vous aviez gagné aussi un des prix à BFM Business il y a quelques mois, et j'avais fait un post sur vous au moment de la levée de fonds, et qui a été un de mes plus gros posts de l'an dernier, alors qu'il était, je dirais, classique comme les autres. Il mettait en avant une levée de fonds, mais c'est ce que tu viens de dire, Arnaud, en fait, c'est cette promesse pour les patients de se dire, OK, sur les essais cliniques, donc ça montre aussi parfois avec les réseaux sociaux, #eSanté25, oui, je le remets. Mais voilà, c'était un bon témoignage. Je trouve que c'était intéressant de vous le repartager à tous. Alors peut-être aussi une question pour vous, c'est
comment vous avez entendu parler du programme, donc en termes de recommandations. Et puis pareil, quel était, parce qu'on doit toujours faire des choix quand on est une start-up, à quel moment on décide, est-ce que voilà, il y avait un niveau de maturité qui permettait en fait à Clineo de venir, est-ce que ça a apporté quoi? Donc concrètement, je suis oncologue à Gustave Roussy et on était dans un programme d'accompagnement onco-numérique dans lequel un des membres du jury en fait, est un mentor Wilco et il nous a dit voilà, ce serait vraiment intéressant pour vous de postuler. Donc on a eu cette recommandation et c'est vrai qu'à ce moment-là de notre développement, c'était assez logique d'essayer d'être accompagné parce que finalement on avait beaucoup parlé avec des médecins, beaucoup parlé avec des patients et il nous manquait du coup la discussion avec les promoteurs, notamment les industriels. Et donc voilà, c'est ce qu'on cherchait aussi nous dans ce mentorat, c'était à la fois l'accompagnement Wilco et aussi un acteur comme Pfizer qui pouvait nous apporter de l'expertise. En tant que médecin, j'avais déjà des convictions sur la partie médicale et on avait beaucoup de patients avec qui on avait échangé, mais on n'avait pas encore pu vraiment échanger côté industrie. Alors n'hésitez pas, hein, je n'ai peut-être pas assez souligné en début de cette session, hein, mais il y a bien sûr une partie questions-réponses. Hein, c'est le but de cette session avant la soirée de la santé qui nous attend. On aura une dizaine de minutes, donc vous pouvez lister bien sûr vos questions. Donc, vous avez eu donc ce programme pendant 9 mois. Concrètement, qu'est-ce qui vous a apporté? Quel est l'apport concret là, pour Clineo de ce programme? Très concrètement, c'est vrai que ça va faire un petit peu redite avec ce qui s'est dit avant, mais au quotidien, Non, mais avec un peu plus d'expérience, je trouve ça intéressant. Hein. Non, tout à fait. C'est vrai que c'était vraiment d'être au contact de personnes sur le terrain. Donc, un de nos mentors qui était sur la recherche clinique, les opérations cliniques, qui est chez Pfizer, nous a expliqué exactement comment ça se passait sur le terrain. Et en fait, on a pu adapter en fait, notre solution qu'on avait un peu pensée, comme disait Arnaud, pour les médecins et les patients. Mais on avait cette composante industrielle, promoteur, qu'on n'avait pas forcément. Et donc, on a pu aussi adapter ça parce qu'il y a des contraintes logistiques, il y a des essais qui sont ouverts dans tel centre ou dans tel autre. Les équipes de recherche clinique ne sont pas construites toutes de la même manière dans les différents hôpitaux. Donc, toute cette expertise nous a été apportée par notre mentor Pfizer. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait pu encore même le voir plus souvent parce qu'on avait des points réguliers et finalement entre les points même on aurait pu l'appeler encore. Donc avec un peu de recul, je pense qu'on aurait encore plus travaillé main dans la main avec ce mentor et ça nous a permis d'avoir une légitimité vis-à-vis d'autres promoteurs ensuite. De dire que Pfizer nous avait déjà sélectionnés, qu'on avait travaillé avec eux, c'était vraiment un plus pour nous pour aller voir d'autres acteurs dans ce domaine. Et puis avec une proximité qu'on n'aurait pas forcément pu avoir dans une logique un peu entre guillemets de démarchage et de partenariat. Là, on était vraiment dans un accompagnement et donc tout à l'heure on parlait du tutoiement, mais c'est vrai que c'est des choses un peu qui sont pour moi extrêmement importantes dans la relation de confiance. On avait vraiment, et on a toujours d'ailleurs des relations très fortes avec nos deux mentors d'ailleurs, Wilco et le mentor Pfizer. Et en fait, on avait une proximité qu'on n'aurait, je pense, pas pu avoir dans un autre cadre. Et là, on était vraiment dans un climat de confiance. On partageait toutes nos problématiques, je pense, et on avait vraiment des réponses très sincères et très franches sur tout ce qu'on pouvait aborder comme sujet. Mais toi, ce qui est intéressant, Arnaud, tu es oncologue. Est-ce que la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous restez un peu dans votre couloir de nage? Je reformule, c'est-à-dire il y a des mentors qui vont être forcément peut-être dans la partie médicale, c'est toi qui le fais, ou au contraire, tu as rencontré des mentors qui te font sortir en fait, de ton couloir de nage qui est vraiment l'expertise médicale? Ah oui, totalement. Nous, le but, c'est vraiment de parler avec tous les acteurs possibles pour challenger ce qu'on peut avoir comme conviction. Alors, c'est vrai que en tant qu'oncologue, j'ai une vision de ce que je pense être important, mais à chaque étape, et depuis le début avec Thomas et Nicolas, on est tout le temps dans une logique de remise en question permanente. Et en fait, on se rend compte que, même quand moi, par exemple, je connais un hôpital, mais il y a plein d'autres hôpitaux, plein d'autres organisations. On parlait des laboratoires. Chaque laboratoire peut être organisé aussi différemment. Il y a des enjeux entre les filiales France, le global. Enfin, je pense qu'il y a une certitude, c'est qu'on n'a jamais de certitude. Et on essaye d'en avoir quand même pour avancer. Mais par contre, on en discute. Et je pense que c'est aussi quelque chose que nous a apporté le PHHF, c'était le fait de se dire, voilà, on écoute les besoins de tout le monde et on continue à le faire. On ne fait pas que au moment du lancement du projet et puis ensuite on finit dans notre tunnel, entre guillemets, on ne fait que ce qu'on pense être la bonne solution. C'est une remise en cause permanente et je pense que parler avec les mentors, ça nous a permis aussi de sortir un petit peu de ça et de challenger vraiment de façon très bienveillante, mais en permanence de remettre en question certains acquis, quoi. Thomas, tu voulais compléter ou non? Non, je pense que ouais, c'est très clair, il parle très bien. Qu'est-ce que c'est complémentaire, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Amine soulignait qu'il y a parfois presque une notion d'appartenance à la start-up. Quel lien il reste là après cette période? Est-ce que c'est OK, la convention se termine et puis c'est terminé, ou vous continuez d'avoir des liens, il y a une continuité dans les relations? Ouais, alors déjà avec les deux mentors, on continue à avoir des liens, on continue à se parler, que ce soit le mentor Pfizer et le mentor Wilco. Et ensuite, on a eu la chance de faire une collaboration aussi suite au PHHF avec Pfizer et qui a continué, qui évolue. Donc on a vraiment cette continuité et
encore, comme disait Arnaud, on appelle de temps en temps encore le mentor Pfizer pour lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de faire quand on fait ça? Ou est-ce que on continue à lui demander des conseils qu'il nous donne avec beaucoup de gentillesse sur son temps libre. Et donc ça continue bien après le programme. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu parlais de la levée de fonds l'année dernière, mais on avait invité nos 2 mentors pour la soirée pour fêter la levée de fonds. Et donc c'est quand même c'est un signe, je pense que c'était aussi une proximité qui n'était pas que pendant le cadre du programme, mais qui va plus loin. Et donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Encore une fois, chaque projet peut être différent. Nous, ça correspondait très très bien, par exemple, avec les opérations cliniques, notre mentor sur le projet. Mais je pense que l'idée aussi pour les startups qui veulent se lancer, c'est de se dire que c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'accompagnement. Et on parlait aussi tout à l'heure du 360. Je pense que quand on est une jeune startup, nous on était très aussi contents d'avoir. Et en fait, on garde un peu cette organisation parfois de check-up pour voir où est-ce qu'on en est sur les différentes dimensions. Et donc concrètement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de nous structurer et avec en plus le bon moment pour le besoin qui était côté Pfizer et notre proposition de valeur. C'est une super transition, Arnaud, parce qu'il y a une dernière question, tu viens de le dire, ce mot structuration, c'est avec ou sans le programme, vous auriez une structuration différente dans la boîte? On aurait mis plus de temps. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un gain de temps, exactement. Et on aurait sûrement fait des erreurs aussi, et donc c'est pour ça que c'est un gain de temps, c'est qu'on aurait sûrement fait des erreurs et on aurait fini par faire, alors je ne dis pas qu'on a une structure parfaite aujourd'hui, mais ça nous a fait gagner du temps sur les bonnes pratiques. C'est vrai qu'on a fait, en plus du 360, ensuite des ateliers avec Wilco, 2 heures entières sur les thématiques qui ont été citées, RH, etc., et qui ont été vraiment travaillées en amont par Wilco, avec, en plus, c'était même pas forcément que le mentor, ça a été aussi les différents spécialistes chez Wilco, des sujets RH, financement, etc., etc. Et donc, ça nous a vraiment permis de donner un petit coup de boost au début, quand on était 3 fondateurs plus 1 ou 2 employés, de comment on va structurer l'équipe, comment est-ce qu'on va faire le financement, etc. Donc, c'était vraiment un gain de temps. C'est vrai que on était assez jeunes en tant que start-up, il y en a qui sont plus matures. Mais nous, en tout cas, c'est vrai que là-dessus, ça tombait très bien pour accélérer. Ok, dernière question. Alors, et si c'était à refaire? Sur ce que vous allez dire. De toute façon, avec plaisir, comme on disait. En plus, ça, c'est même pas vraiment terminé parce qu'on continue à discuter avec les mentors. Donc, sans aucune hésitation, on le referait. Et c'est vrai que ça nous a permis, et merci beaucoup pour tes mots tout à l'heure, Amine, sur la fierté, c'est que ça nous a permis aussi d'aller voir finalement d'autres acteurs qui sont potentiellement concurrents, mais en fait, finalement, ça nous a fait grandir pour que la société marche mieux. Et que, de toute façon, notre société, elle ne peut marcher que si tous les acteurs jouent le jeu. En fait. On ne peut pas être que sur les essais cliniques d'un promoteur parce que ça n'intéresse pas les patients ou les médecins. Donc, ça a été vraiment une situation gagnante pour nous, sans aucune réserve. Merci Arnaud et Thomas. Je pense qu'on peut de nouveau les applaudir. Vous restez avec nous parce qu'on va quand même avoir les questions-réponses. Qu'est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport aux startups, à Amine, Eric? Il y a une question là-bas. Ah, Stéphane. Non, merci pour l'invitation. C'était très intéressant et bravo pour cette initiative. C'est vraiment un beau programme. Alors, c'est une question en fin de journée, un peu pour titiller nos amis là, Clinéo. Il y a une offre assez importante d'accompagnement des startups du numérique. Comment vous organisez, puisque si on suit bien tous tes postes, donc vous êtes au PSCC, vous êtes labellisé AIS, enfin, il y a toute une série de alors je ne sais pas quel est l'incubateur dans lequel vous êtes, si c'est Paris Santé Campus, vous êtes ou pas à bord, mais quand il y a comme ça plusieurs endroits, comment vous priorisez, comment vous évitez d'être redondant? Il y a Wilco aussi qui amène un certain nombre de services. Voilà, petite question pour des multi-appartenants. Un conseil peut-être, c'est de ne pas multiplier au même moment les accompagnements. Donc nous, ça a été un peu séquentiel, on va dire. Charles parlait de Onco numérique. Ensuite, on était dans la première promotion du Paris Santé Campus. Il y avait effectivement Wilco. Et c'est vrai qu'on a essayé de ne pas les faire en même temps parce que c'est vrai que sinon ça devient trop chronophage et on se concentre plus sur ce qu'on fait comme projet. Donc je pense qu'il faut réussir à les aligner dans le temps. Par contre, c'était complémentaire et c'est vrai qu'on parle d'accompagnement, mais en fait il y a des accompagnements pour le tout début, pour un peu la structuration, pour ensuite scaler dans d'autres pays peut-être par exemple. Et je pense qu'il y a un temps où chaque accompagnement doit être bien choisi par rapport à son stade de développement et je pense que ça c'était vraiment pour nous le critère de choix, c'était est-ce que c'était adapté au moment où on était en train de se développer. Et donc on n'a pas tous les accompagnements qui se poursuivent, on a arrêté au fur et à mesure. Mais typiquement, nous, on va se développer à l'international. Peut-être que sur l'international, il peut y avoir des accompagnements intéressants dont on aura besoin parce que on a besoin à ce moment-là de ce type d'accompagnement. Donc je pense qu'il faut vraiment choisir l'accompagnement par rapport au stade de développement.
Alors, si je dois rajouter, en effet, ça prend du temps quand même en fait, d'être accompagné. Ça a beaucoup d'avantages, mais de temps en temps, il faut aussi se dire, bon, là j'ai compris les leçons de mes mentors, maintenant on va travailler et on va attendre un petit peu avant de relancer un accompagnement sur un sujet, comme disait Arnaud, qui est voilà, un sujet, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est, et du coup c'est là-dessus qu'on choisit. Tous les accompagnements qu'on a eus, il y avait quand même aussi une composante santé dedans. Paris Santé Campus, Paris Enco Santé, le PHHF évidemment. Donc on essaie aussi d'avoir des accompagnements qui sont quand même ciblés dans notre domaine d'expertise. Et je pense que ça va continuer comme ça. Il y a d'autres offres. C'est vrai qu'on a quand même cette chance en France d'avoir plein d'accompagnements. On parlait tout à l'heure avec une représentante de Medicine aussi qui propose ça. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des programmes justement qui sont pour différents stades de l'avancée de la start-up. Donc on est toujours en train de regarder, mais on ne s'oblige pas non plus à avoir un accompagnement tout le temps, parce que c'est vrai que ça prend du temps finalement de bloquer des heures, de travailler avec quelqu'un à côté et de préparer les entretiens, etc. Donc voilà ce que je peux rajouter à ce que disait Arnaud. Et Stéphane, tu aurais pu aussi te présenter, puisque tu es quand même le responsable des partenariats chez Angel Santé. Donc forcément une belle expérience, et qui est partenaire de notre 9e édition des Grandes Tendances. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre intervention qui était extrêmement enrichissante. Je m'appelle Alexandre, je fais partie d'un master de marketing pharmaceutique de Paris-Saclay. Et donc voilà, certains de notre promotion veulent potentiellement s'engager dans l'entrepreneuriat, donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je me demandais si, donc plus par rapport au programme lui-même, s'il y avait des seuils, notamment de maturité en fait en termes de projets accompagnés, et comment le PHHF collaborait un petit peu avec les acteurs déjà préexistants de l'écosystème, notamment les différents incubateurs qui peuvent exister sur le territoire. Est-ce que c'est comme un incubateur interne à Pfizer, donc qui est vraiment indépendant du reste des infrastructures, ou bien est-ce qu'il y a une prise en charge plus holistique qui se fait? Je peux commencer et Eric complétera. Par rapport au stade de maturité, donc, ce que je disais tout à l'heure, ça dépend aussi de la start-up. Est-ce que c'est de la e-santé, du digital, ou c'est-à-dire on peut accélérer rapidement pendant les 9 mois, on peut voir aussi le produit fini à la fin, ou c'est de la deep tech, et dans ce cas-là, on prend pas vraiment des start-up dans un stade idéation, c'est-à-dire au début complètement. Ça sera plutôt, si on fait une échelle à 4, ça sera plutôt à partir de 2. Au moins, déjà, ils ont bien réfléchi, ils ont commencé à travailler. Comme ça, les 9 mois, ça va être bénéfique pour vous. Parce que si la start-up est plutôt au statut d'idée, on va tourner en rond pendant 9 mois. On va vous donner des idées, oui, certes, ok, mais après, on ne va pas voir à aucun moment, on va se rapprocher de l'objectif final. Donc c'est pour ça, ça dépend de la nature de la start-up. Soit c'est de la e-santé, c'est rapide, donc là, on peut faire à partir de 0. Ou sinon, c'est de la deep tech, ça sera plutôt à partir, on va dire, de la moitié du chemin. Ça, c'est peut-être une partie de la question, puisque vous posez la question de savoir comment se faisaient les appels à candidature, c'est ça? Il me semble, parce que Ah oui, pardon. Pour cette question, les appels à candidature, ça va être hyper simple. Il faut suivre Wilco, soit il faut suivre Pfizer. Même toi, Jérôme, parce que sûrement, on va passer par Jérôme. Donc, l'appel à projet, c'est-à-dire l'appel à candidature, ça sera entre avril et mai. Tout le mois d'avril et tout le mois de mai. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des évolutions? On ne l'a pas fait, généralement on le fait mois de mai. Mais comme cette année, il y a plein de ponts, c'est un mois gruyère. Les startups ne prennent pas de ponts. Exactement. On a dit, on va le faire à partir du 1er avril jusqu'à la fin du mois de mai. Donc il faut juste suivre la page Pfizer sur LinkedIn par exemple, et vous aurez l'information. Et donc, que les startups soient incubées ou pas, en Paris ou en province, ça marche aussi. C'est ouvert à toutes les startups, sous réserve, je dirais, des thématiques et de la maturité qu'on vient d'évoquer, mais sinon, c'est ouvert à toutes les startups, qu'elles soient accompagnées ou pas, par un accélérateur, un incubateur, etc. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Il y a une question là-haut. Alors, je pense qu'on peut vous donner un micro, mais allez-y, vous avez l'air d'avoir une voix qui porte. L'interaction avec les startups, il y a deux modèles. C'est-à-dire, on fait du présentiel, généralement le jour où les startups vont pitcher. Donc, ils vont venir chez Pfizer, on a un amphi comme celui-là, où ils vont pitcher. Donc,
où il y aura les mentors Wilco, mais aussi d'autres personnes de chez Pfizer. Il y aura le comité de direction de Reda aussi, bien sûr. Et ils vont pitcher. Et c'est là où on va voter. Ce sera du cas par cas. Nous, on ne peut pas faire directement, Pfizer, on n'a pas directement l'interaction avec le patient. Donc ça, on ne peut pas le faire. Mais on peut vous donner des conseils. Je sais pas. C'est exactement ça. Donc, nous, effectivement, on a une solution qui est à la fois dédiée pour les médecins, mais aussi pour les patients. Et c'est vrai que pour les patients, on avait déjà contacté, par exemple, des associations de patients. On avait déjà été en contact avant de rentrer au PHHF avec des patients. Mais c'est vrai que dans le cadre du PHHF, on avait expliqué qu'on avait aussi une thématique patient. Et donc là, on avait notamment, en interne, l'intérêt, c'est aussi pour chaque projet, d'identifier les bonnes personnes. Et donc, on avait parlé avec les personnes qui gèrent la relation avec les associations côté Pfizer, pour aussi savoir un peu l'écosystème, avoir un peu leur vision, leur expérience. Quand on démarre un projet, on n'a pas forcément toute l'expertise de gens qui vraiment sont dans ce domaine-là depuis des années. Et donc c'est vrai que ce n'était pas directement via Pfizer, mais indirectement, on avait quand même eu des conseils sur la façon de gérer ces relations, quelles associations existaient dans tel ou tel type de cancer. On a commencé dans le cancer du sein, par exemple. Donc voilà, c'était vraiment, à mon avis, c'était sur ce volet-là, c'était surtout avoir la bonne personne en interne, côté Pfizer, pour avoir des conseils sur comment contacter les patients ou avoir même le contact du président ou de la présidente d'une association. Enfin, voilà, mais c'était plutôt une mise en relation et un peu un écosystème. Mais voilà, c'était notre expérience, en tout cas, côté patient. Mais d'ailleurs, on est toujours en contact avec la personne responsable des partenariats patients, etc., chez Pfizer, qui on échange tous les ans là-dessus. Ouais. Pour faire ça, pour répondre, on a un département, association de patients, qui est un peu partout dans les industries pharma, on a ça. Et donc, eux, ils peuvent mettre en contact avec les présidents des associations de patients. Frédéric, on finit la question avec toi, parce que chaque question nous écarte du cocktail. Hein. Je ne mets pas la pression. Alors, je me présente rapidement, Frédéric Naron, Magic Genomics. Alors, en fait, plus qu'une question, il y a quelque chose que je trouve différenciant dans ce programme, et tant de la part de Pfizer que de la part des gens qui ont participé, c'est ce côté mentorat, ça c'est une première chose, et le fait que les mentors se sentent appartenir à la société, qu'ils prennent en fait la société à bras-le-corps, et de voir que finalement la relation se perpétue après la fin des 9 mois. Je trouve que ça c'est d'abord différenciant, hyper intéressant et hyper structurant pour une start-up. Merci M. Naon. Merci Frédéric. Tu as le droit à 2 cocktails. En plus, très bien. Oui, exactement. Bah, écoutez, je vous propose qu'on applaudisse tous nos invités. Amine, vous restez avec moi. Amine, on va se mettre ici pour conclure cette belle soirée. Merci Eric, merci Arnaud et merci Thomas. Donc Amine, on avait une conclusion, 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Ouais, exactement. Là, je vais vous rappeler un peu les 5 éditions. Non, je plaisante. Premièrement, je tiens à remercier Sylvie Troy, qui est là aujourd'hui. Ouais. Merci, bravo Sylvie. C'est l'ancienne directrice médicale, opération médicale. Elle gérait les 4 éditions, donc c'est la première, la 5e que je vais gérer. Et c'est un appel à candidature, hein. Je regarde Inès, donc c'est un appel à candidature que je lance aujourd'hui. C'est qu'à partir du mois d'avril prochain, on fait un appel sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, vous start-upers, si vous connaissez quelqu'un qui connaît un start-upper, si vous connaissez quelqu'un qui connaît peut-être une autre personne qui connaît un start-upper, il faut le faire. Il faut le faire. Vous avez vu l'exemple de Kunto, c'est une start-up qui n'a aucune... Ils ne font pas de la thérapeutique ni de diagnostic, c'est une start-up de sport. Mais quand même, on les a mentorés pendant 9 mois et on les a aidés jusqu'à aujourd'hui. On essaye de les aider. Donc n'hésitez pas à candidater et je compte sur vous. Et votre succès, c'est notre fierté. Merci Amine. Pour ma part, merci aussi à toute l'équipe de Pfizer. Pierre qui a coordonné, je vois également Jérôme, Domitil, qui sont tous présents. Également, bien sûr, l'équipe de Wilco. Puis je voudrais également remercier mon équipe Interaction Healthcare en régie, également Julie Bonnet qui a coordonné brillamment cette session. Donc, je vais vous inviter, bien sûr, maintenant à la soirée de la e-santé. On avait dit qu'on terminait en beauté. Avec un programme qui va être super, puisque on va continuer. Vous savez que ce matin, on a pu accueillir avec Monsieur le Ministre Kevin Piette,
Eh bien, ce soir, et Virginie, merci encore de ta présence ce soir. Virginie, donc, qui va nous parler eh bien, d'IA, de numérique au service du handicap. Et Virginie a vraiment beaucoup de talent pour l'exprimer, d'abord sur les réseaux sociaux aussi, donc vous verrez tout à l'heure pour la suivre. On va parler également d'IA appliquée à la santé, mais qui s'inspire d'autres structures. Puis également, on va parler de prévention avec le docteur Berthaud. C'est que c'était une des thématiques importantes. Donc merci encore à l'équipe de Pfizer, merci à vous toutes pour votre présence. Et je vous dis à tout de suite pour la soirée d'AI Santé. Merci.